16 juin 1960, dans le ciel du Nevada, un avion-Hawker USAF KG-97 effectue une mission de routine. Ravitaillé en vol une formation de bombardiers B-47. Un peu avant de survoler la ville d'Elko, l'avion-Hawker traverse une couche de nuages. Altitude 5550 mètres. Le pilote se concentre sur ses instruments de vol. Soudain, une boule de feu jaune-blanc, grosse d'une cinquantaine de centimètres, entre silencieusement dans l'appareil en traversant le pare-brise. Elle passe ensuite entre le siège du pilote et celui du copilote, dépasse le navigateur et le mécanicien et s'engouffre dans la carlingue. Immédiatement, le pilote pense à un éclair. Il a déjà été touché 2 fois par ceci et il sait qu'une explosion est imminente. Sa première réaction est celle d'un pilote chevronné. Il surveille attentivement son tableau de bord et ne perd pas de temps à suivre le tracé de la boule de feu dans son avion. Dans la cabine de pilotage, un silence hébété a suivi l'apparition de cette boule. Il est interrompu par la voix excitée du mécanicien de soute qui, par l'intercom de bord, raconte ce qu'il a vu à l'arrière de l'appareil. Une boule de feu a traversé en roulant la soute à carburant et est sortie en dansant sur l'aile droite avant de disparaître dans la nuit. Ce compte rendu d'une apparition de boule de feu est remarquable par sa précision autant que par la qualité des témoins. Face à un tel phénomène, la science reste muette. Quand elle ne met pas tout simplement en doute la réalité des boules de feu. Pour de nombreux scientifiques, ce qui ne s'explique pas n'existe pas. Et pourtant, c'est avec de tels raisonnements que, pendant des années, la chute des météorites sur la Terre a été considérée comme le fruit de vieilles superstitions paysannes. On allait même jusqu'à faire disparaître les pierres tombées du ciel que les témoins pouvaient ramasser. Il faudra des siècles pour faire admettre leur existence. En fait, la controverse à propos des boules de feu dure depuis le début du XIXe siècle. À cette époque-là, plusieurs chercheurs se penchent sur ce phénomène et accumulent les témoignages, rendant hommage à leur sens critique. Pour le peuple, les boules de feu n'étaient que des chouettes qui, après un séjour dans un arbre pourri, se seraient trouvées entièrement recouvertes de matière phosphorescente. En 1880, un grand nombre de ces boules apparaissent en France après une série de tornades. La discussion éclate à l'Académie des sciences. Les témoignages abondent. Les boules incandescentes sont entrées dans les maisons par les cheminées et elles ont fait des trous ronds dans les fenêtres en repartant. Pour les académiciens, il ne peut s'agir que d'illusions d'optique. Un des savants présents se lève alors, juste au moment où l'on s'accordait pour ne reconnaître aucun crédit aux déclarations de paysans ignares. Cet homme est l'ancien empereur du Brésil, membre de l'Académie à titre étranger. Il prétend avoir lui-même vu des boules de feu. L'affaire est classée. Les boules de feu sont pourtant dignes de quitter le secret des témoignages de sorcellerie pour être livrées à l'investigation scientifique. Elles posent aux chercheurs une énigme redoutable dont la solution devrait déboucher sur une meilleure compréhension des phénomènes électromagnétiques terrestres. En 1967, le chimiste russe M.T. Dmitriev campe sur les rives du fleuve Onega, en Sibérie occidentale. Il voit soudain un éclair de lumière. Au-dessus de l'eau, une boule apparaît, une masse ovale de feu d'une couleur jaune-blanc, entourée de halos bleus, sombres et violets. Ce jour-là, un peu de vent souffle.
La boule de feu n'y est pas sensible, elle plane doucement au-dessus de la surface du fleuve. Le chimiste l'entend craquer et siffler. Puis, elle passe au-dessus de sa tête et revient vers la rive où elle paraît se fixer pendant une trentaine de secondes. Elle disparaît en fait en rebondissant comme une boule de billard, crachant d'arbre en arbre des étincelles et laissant derrière elle une traînée de fumée bleuâtre. Ce témoignage, lui aussi remarquable de précision, permet de brosser un tableau détaillé des propriétés de ces étranges boules de feu qui se dissipent lentement entre les branches. Généralement, elles surviennent après un orage ou après des éclairs. Leur forme est plutôt sphérique, mais parfois en forme de poire. Leur grosseur est variable, de 10 cm à 1 mètre selon les témoignages. Leur éclat est toujours très intense, leur couleur passe du rouge au jaune-bleu très pâle. Elles apparaissent aux témoins pendant un laps de temps qui varie de 1 seconde à 1 minute et disparaissent soit silencieusement, soit avec une petite explosion qui impressionne toujours les témoins. Un des plus célèbres témoignages sur l'apparition d'une boule de feu a été fait en 1936 par un correspondant du Daily Mail britannique. Pendant un orage, il a vu une boule rouge incandescente de la taille d'une orange descendre du ciel pour venir toucher sa maison, couper le fil du téléphone, brûler le montant des fenêtres et finir par disparaître dans un baquet d'eau. L'eau du baquet est d'ailleurs immédiatement entrée en ébullition. Une fois refroidie, l'eau ne cachait plus rien. Sur la fréquence du phénomène, une enquête de la NASA auprès de 4000 de ses employés a donné des résultats stupéfiants. Un très grand nombre d'entre eux en avaient vu. On s'accorde à penser que les boules de feu sont à peu près aussi fréquentes que les grands éclairs d'orage. Devant autant de témoignages, dont certains sont d'une troublante précision, on ne peut plus parler d'hallucinations ou d'images rétiniennes persistantes. Cette dernière explication est celle du scientifique canadien Edward Argel. Selon lui, certains éclairs produiraient une telle lumière que leur image éclatante persisterait sur la rétine. On a remarqué, en effet, que les boules de feu étaient généralement très brèves, une dizaine de secondes, d'une durée qui correspond à celle des images rétiniennes persistantes. Cette explication ne tient simplement pas compte de deux particularités fréquentes des boules de feu: le bruit, qui ne peut pas toujours être inventé par les témoins, et les brûlures diverses, souvent constatées. Elle néglige également le fait qu'une même boule de feu peut être vue par plusieurs témoins sur un itinéraire précis, et que leur observation se recoupe parfaitement. Enfin, on imagine mal une image rétinienne persistante traversant la carlingue d'un avion. Pour certains, les boules de feu auraient pu être des poches de gaz incandescents libérées par un impact d'éclair. Comment alors une telle poche de gaz s'élèverait-elle jusqu'à hauteur de l'avion? Comment également pourrait-elle traverser des obstacles compacts? D'après un témoignage, on a noté qu'une boule de feu, grosse d'une soixantaine de centimètres, a creusé une tranchée longue de 90 mètres et profonde de 1 mètre dans un terrain meuble situé près d'une rivière. La même boule a ensuite entamé le lit d'une rivière sur près de 20 mètres. Normalement, pour accomplir un tel travail, il faudrait développer une puissance colossale. De tels exemples ont incité certains chercheurs à parler de réaction atomique à propos des boules de feu. Aucune radioactivité ne s'est pourtant manifestée auprès de tels phénomènes.
Une autre apparition, toujours aussi caractéristique, le 8 août 1875, en Angleterre, après un violent orage, une ménagère voit une boule de feu s'engouffrer dans sa cuisine, planer au-dessus de sa tête en émettant un bruit bizarre et fondre sur elle sans qu'elle puisse l'éviter. Elle a expliqué: « La boule a semblé me toucher au-dessus de la ceinture et je l'ai écartée de geste automatique. Là où j'ai été en contact avec elle, ma peau a rougi et enflé. J'avais l'impression que mon alliance brûlait mon doigt. La boule a finalement disparu en explosant, brûlant d'éclats minuscules la jupe de la ménagère. » Un phénomène étrange, hypothèse encore plus étrange. Pour plusieurs chercheurs, les boules de feu seraient dues à de minuscules particules d'antimatière qui proviendraient de météorites dissoutes dans la haute atmosphère. Les orages feraient en quelque sorte fonction d'aspirateurs géants qui avaleraient les particules et les poussières d'antimatière. Au contact de la matière ordinaire, l'antimatière se détruirait en libérant une énergie inconnue, les boules de feu. Il existe une autre théorie selon laquelle les boules de feu seraient engendrées par des courants aériens venus des nuages d'orage à la rencontre du sol, ce qui expliquerait la durée de certaines boules de feu, mais n'apporterait aucun éclaircissement sur le fait que les boules de feu peuvent passer à travers des obstacles matériels. Au VIe siècle, le jour de la consécration d'une nouvelle chapelle par Grégoire de Tours, une boule de feu a semé la panique parmi les fidèles en procession autour du monument. Prudent, Grégoire de Tours a décidé qu'il s'agissait d'un miracle envoyé par Dieu pour mieux bénir l'Église. Quand j'étais enfant, un soir d'août, il faisait très chaud et l'orage grondait. La fenêtre de la pièce où nous dînions était grande ouverte. Une boule de feu de la grosseur d'une orange est entrée, a fait le tour de la pièce et, heureusement, est ressortie. Nous avons tous crié en la voyant et ça nous a marqué à vie. On en parle d'ailleurs très souvent. J'ai été témoin, avec tous les membres de ma petite famille, d'un tel phénomène il y a quelques années. La boule n'est pas entrée dans la maison, elle est tombée dans la rue à quelques mètres à peine de nous. Nous étions en train de regarder par les fenêtres un orage qui approchait. Le bruit et la violente luminosité nous ont tétanisés pendant quelques secondes. On s'en souviendra toujours. Quasiment tous nos appareils électriques, télé, ordinateurs, radio, système Hi-Fi ont lâché à la suite de ce phénomène. Une des théories récentes du modèle chimique explique que, puisque les boules de feu apparaissent en général pendant un violent orage, un impact de foudre a lieu. En frappant le sol, il vaporise des particules de silicium en train de brûler, d'oxygène et de carbone qui s'associent entre elles pour former de longues chaînes. Ces filaments qui brûlent lentement ont tendance à se replier sur eux-mêmes pour former des boules. Celles-ci peuvent alors former une sphère qui va lentement s'oxyder à l'air.